premières lueurs du jour caressent délicatement la colonnade du Louvre et les arches des ponts. Paris se réveille. Dans les eaux de la Seine, c'est toute l'histoire de la ville qui se reflète. Au fil des siècles, la cité n'a jamais cessé de s'agrandir et de s'embellir. Au milieu du XIXe siècle, sous l'impulsion de Napoléon III, le préfet Haussmann lance des travaux qui vont transformer le visage de Paris. Les vieux quartiers médiévaux cèdent la place aux larges avenues bordées d'immeubles bourgeois. Paris entre dans la modernité. L'architecture de verre et de fer transforme le paysage. Les bateaux à vapeur naviguent sur la Seine et les premiers trains s'élancent à l'assaut de la campagne. Si la bourgeoisie parisienne fait preuve d'audace en matière économique, elle demeure en revanche imperméable aux innovations artistiques. La liberté fait peur, le déjà-vu rassure. La peinture de cette époque, c'est une peinture qui traite de sujets mythologiques, religieux, historiques. La peinture d'histoire, c'est le genre majeur. Et il y a une lutte acharnée entre les peintres académiques qui ont tous les honneurs, qui remportent tous les trophées, et puis les peintres que l'on appelle à cette époque naturalistes ou réalistes, qui eux vivent beaucoup plus difficilement, qui ont du mal à se faire accepter au salon. Et en 1863, ça va être une grande révolution. Napoléon III, sous la pression des artistes, va être obligé d'organiser un salon des refusés pour que tous les peintres qui n'avaient pu être admis au salon puissent néanmoins montrer leurs œuvres au public. Refusé comme des milliers d'autres œuvres au salon officiel de 1863, Le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet est aujourd'hui considéré comme l'œuvre qui marque la naissance de l'art moderne. Un nu qui ne se cache pas derrière les artifices de la mythologie, le non-respect des proportions, le cerne noir autour des personnages, cette toile devient rapidement pour les peintres de la nouvelle génération le symbole de la lutte contre l'académisme. En 1865, le jeune Claude Monet peint à son tour un Déjeuner sur l'herbe. Novatrice, avec ses touches de couleurs pures, rouges et bleues, cette toile est un hommage et peut-être un défi à Édouard Manet. Claude Monet, Auguste Renoir, de nombreux jeunes artistes se retrouvent dans ce rejet de l'académisme. Ils sortent des ateliers et vont peindre directement sur le motif. L'impressionnisme est en marche. Les impressionnistes étaient des peintres qui allaient à la recherche de la nature, qui ont inventé un genre nouveau qui s'appelle le paysage, non pas pour représenter la nature, mais pour montrer l'impression, la sensation, les sentiments que provoque en eux cette nature. Et donc, c'est des gens qui peignent des choses très naturelles, très simples, les bords de Seine, une forêt, des sous-bois, la côte, des sujets sans importance, des sujets qui ne mériteraient pas d'être exposés dans un salon. C'est en 1874, le 15 avril, dans les salons du photographe Nadar qui accueille les artistes en marge du salon officiel, qu'est lancé sous la plume acerbe du critique Louis Leroy le mot d'impressionnisme.
Sous ce terme, on regroupe désormais Renoir, Manet, Cézanne, Pissarro, Sisley ou Gauguin. Autant d'artistes aux styles radicalement différents, mais unis par la même volonté de transformer le paysage artistique. Au même titre que l'invention du chevalet démontable ou de la peinture en tube, le développement du chemin de fer s'inscrit dans l'aventure impressionniste. Les gares, qui s'élèvent dans le ciel parisien, deviennent désormais des symboles de la modernité et d'un monde en mouvement. Les impressionnistes viennent tous à Paris pour apprendre, pour la consécration officielle, pour exposer, mais leur lieu de prédilection, ce sont tous les lieux dont ils sont originaires. À Paris, ils peignent un peu, mais beaucoup moins qu'ils ne le font en Normandie notamment. Trait d'union naturelle entre Paris et la Normandie, c'est au fil de la Seine que nous prenons la direction de Vernon, première étape de notre voyage aux sources de l'impressionnisme. Vernon, c'est la porte de la Normandie. Pour arriver jusqu'ici, la Seine a fait l'école buissonnière dans les paysages d'Île-de-France. En vérité, nous ne sommes qu'à 80 km de Paris. La collégiale Notre-Dame, quelques belles maisons à pans de bois. L'histoire de Vernon commence au Moyen-Âge. C'est en remontant le cours de la Seine pour attaquer Paris que les Vikings fondent la ville au IXe siècle. Mais c'est sur l'autre rive de la Seine que nous reprenons le fil de notre voyage, à Giverny, l'un des lieux emblématiques de l'impressionnisme. Alors si Monet arrive à Giverny, c'est en 1883, au printemps de 1883, ce n'est pas le fait du hasard. D'abord parce que c'est au bord de la Seine et que la Seine a toujours été le fil conducteur de son œuvre, Argenteuil, Poissy, etc. Et il avait quand même repéré ce quartier en voyageant et il s'est dit je vais descendre, je vais y aller. Il prend le train de Poissy, il descend en gare de Vernon. Il caressait le rêve de louer une maison dans Vernon qu'il avait vue, qui lui plaisait bien, mais d'abord, le loyer était trop cher et ensuite, il n'y avait pas assez de jardin. Alors, il traverse la Seine. Il franchit le petit pont, qui était un grand pont déjà à cette époque-là, et il tourne à droite au bout du pont et il arrive à pied à Giverny. Et il s'installe dans un petit bistrot qui s'appelle le Café Épicerie Baudy. Il s'installe aux Zingues et il dit « Dites donc, monsieur, est-ce que vous savez s'il y a quelque chose à louer dans le village ?» Et le tenancier lui dit « Mais oui, justement, il y a le père Saint-Jean qui loue sa ferme, il prend sa retraite. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir, c'est à tel endroit. » Et Monet se dirige chez Saint-Jean, s'entretient avec le père Saint-Jean, et puis apparemment ça va bien, mais le père Saint-Jean lui dit quand même « Bon, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous allez faire comme culture ?» Et Monet lui dit « Mais des fleurs, bien sûr. » Et Saint-Jean lui dit « Mais enfin, on ne gagne pas sa vie avec des fleurs. » Depuis sa jeunesse, Monet aime les fleurs. Sitôt installé dans la maison de Giverny, il fait abattre une partie des pommiers et compose son jardin comme il dispose les couleurs sur sa palette.
Narcisse et Tulipe au printemps, Rose grimpante, Capucine et Reine Marguerite en été, Dahlia et Anémone du Japon en automne. Il crée son jardin de façon à ce qu'en toute saison, il soit fleuri. Alors comment se passait la journée chez Monet? D'abord, il faut savoir que pendant très longtemps, c'était une véritable colonie de vacances chez Monet. Il y avait en permanence au moins 8 enfants, plus les amis des enfants, plus les parents, plus les amis de Monet, tel Rodin, tel Clémenceau, tel Sacha Guitry, qui venaient assez régulièrement déjeuner. Sacha Guitry venait déjeuner le lundi, Clémenceau venait passer le week-end. On avait installé une cuisine gigantesque parce qu'il fallait nourrir cette colonie de vacances, cette tribu. Et une grande salle à manger que Monet a rendue très gaie, on le sait, en la peignant en 2 tons jaunes, de même que la cuisine est peinte en 2 très jolis tons bleus. Alors à partir du moment où Monet devient véritablement célèbre, on s'arrache ses toiles, car on se les arrache. La fortune frappe à la porte de sa maison rose au volet vert, et ces toiles sont de plus en plus merveilleuses, et naturellement ça se sait. On vend beaucoup de Monet aux États-Unis, et les peintres américains veulent découvrir le pape de l'impressionnisme. Le village va être envahi de peintres qui vont s'installer. Le petit hôtel Baudy, le petit café Baudy va quadrupler de volume, de surface évidemment à ce moment-là, parce qu'il fallait des chambres pour les artistes. Les Baudy sont ravis, ils créent des ateliers, ils se transforment en commerçants pour vendre des toiles, pour vendre du cicatif, de la peinture, des cadres, etc. Et on a compté à peu près au village quelque chose à ce moment-là comme pas loin de 200 ateliers. Toutes les maisons se sont transformées, les toitures sont couvertes de verrières parce que les peintres américains voulaient peindre à côté de Monet. Cette passion pour la peinture de Monet ne faiblit pas. En 1992, un mécène américain, Daniel J. Terra, fonde le musée d'art américain de Giverny, aujourd'hui le musée des impressionnismes. Quand je suis arrivée à Giverny, je sentais que j'étais vraiment au cœur du territoire, du pré et du premier impressionnisme, et j'ai tout de suite pensé que ce qui justifiait cette présence si forte de l'impressionnisme autour de Giverny, c'était la présence de la Seine, bien entendu. Il y a vraiment une lumière particulière, il y a un ciel très changeant, de très beaux effets lumineux qui ont manifestement intéressé les impressionnistes, qui ont favorisé dans un premier temps la célébration d'une lumière très délicate, très argentée, très changeante, très mouvante, qui est vraiment la lumière de la Seine, de l'Île-de-France et de la Normandie. Suivant le cours de la Seine, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro et tous les impressionnistes posent bientôt leur chevalet de Paris jusqu'à Honfleur. Argenteuil, Chatou, Bougival, Courbevoie. En cette fin de 19e siècle, la banlieue parisienne a encore des airs de campagne.
19e siècle, la scène prend un nouvel aspect, en fait. Et cet aspect neuf, moderne, en fait, que les peintres ont retenu, qu'ils ont voulu décrire dans leurs tableaux. Et c'est le moment où l'industrialisation commence à laisser des traces, où le chemin de fer s'impose, permet de voyager, mais s'impose aussi dans le paysage. Les ponts de chemin de fer se multiplient. Ils sont eux-mêmes en métal. Ce sont des sortes de grandes tours Eiffel horizontales qui séduisent beaucoup les artistes. Il y a également le passage des péniches qui fonctionnaient à vapeur, qui est une nouvelle énergie. Tous ces éléments qui, à nous paraissent peut-être désuets pour certains, sont d'une très grande modernité à l'époque. Si je devais choisir une toile dans l'exposition, eh bien je pense que ce serait le fameux caillebotte, ce canotier au chapeau haute forme qui donne vraiment une idée très vivante de ce qu'a été l'impressionnisme, qui est simplement la peinture de la vie quotidienne. On sent très bien que cette scène est improvisée, que ce monsieur n'a pas prévu du tout de faire du canotage, parce qu'il n'est strictement pas habillé pour la circonstance, mais qu'il a tout à coup choisi de canoter, de prendre les rames, et qu'il rame avec une énergie, je dirais, tout à fait réjouissante. C'est aussi un très beau tableau dans la manière dont il est conçu. Il est très moderne d'abord par le cadrage, qui est un cadrage très photographique, très moderne dans le sens où on sent très fort la présence de la nature et qui est traduite avec une fluidité rare. C'est un tableau aussi qui montre une nouvelle technique se mettre en place, notamment la manière dont la chemise de ce canotier est traitée, je dirais, de manière très large, avec des grands coups de pinceau qui de près sont totalement illisibles, mais ne prennent leur sens que quand on s'éloigne un petit peu de la toile. En plus, j'aime beaucoup parce que c'est une toile qu'on n'a pas trop montrée jusqu'à présent, et donc j'étais très contente de pouvoir l'exposer. C'est une toile qui vraiment dit beaucoup de choses sur cette nouvelle civilisation qui se met en place, et aussi sur cette nouvelle peinture qui l'accompagne. Monet vécut près d'un demi-siècle à Giverny. C'est là qu'il réalisa la grande œuvre de sa vie, les Nymphéas. En 1927, quelques mois seulement après la mort de Monet, les Nymphéas sont exposés dans 2 vastes salles elliptiques du musée de l'Orangerie à Paris. 2 mètres de hauteur, près de 100 mètres de longueur. Les Nymphéas représentent, selon les propres mots de Monet, l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage. Une dizaine d'années après son arrivée à Giverny, Monet fait creuser un bassin alimenté par l'eau de l'Epte, qu'il agrémente d'une variété de nénuphars, les Nymphéas. Au cours des 15 dernières années de sa vie, Monet va peindre sans relâche au bord de ce miroir aquatique, attentif aux moindres variations de la lumière. Le bassin des Nymphéas a quelque chose de particulier, c'est qu'il a été étudié comme un atelier. C'est-à-dire tout a été prévu et en fin de compte Monet posait son chevalet et la différence c'était dans la lumière. Et l'interaction donc des éléments de rive
et des éléments aquatiques jouant avec la lumière. Ce qu'il voulait, c'est que la lumière passant sous le pont japonais, qui est un pont arqué, puisse pénétrer dans la tache d'ombre et éclairer l'ombre pour avoir le contraste clair-sombre. Et c'est le relief, en fin de compte, qui est créé comme ça. Dans les années qui suivent la mort de Monet, la nature reprend ses droits. Après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le bassin et le jardin sont laissés à l'abandon. Ce n'est qu'en 1976 que Gilbert Vahé est appelé par Gérald van der Kemp, ancien conservateur de Versailles, pour redonner au jardin et au bassin des nymphéas la splendeur qu'ils avaient du vivant de Monet. Cela fait plus de 30 ans que Gilbert Vahé épouse les rêves du peintre jardinier. Un travail d'artiste. Pour moi, le plus difficile, c'est de garder donc l'esprit du jardin que Monet a voulu réaliser, en laissant passer ses propres coups de cœur. Je n'ai pas le droit d'avoir référence à ce que j'aime, donc c'est sans arrêt, donc penser aux archives, penser aux tableaux, penser à la correspondance, à ce que Monet voulait. Quittant Giverny, nous reprenons le cours de notre voyage sur la Seine au cœur de la Normandie. Au détour d'un dernier méandre, nous arrivons en vue de Rouen. Rouen est aussi beau que Venise. En disant cela, Camille Pissarro ne fait que confirmer ce que d'autres artistes avant lui, Turner, Géricault ou Delacroix, avaient ressenti en découvrant la capitale normande. Rouen est l'une des plus belles villes d'art françaises. Tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance, elle se développe et s'embellit grâce au dynamisme de l'industrie drapière et de l'activité portuaire. Avec le XIXe siècle, Rouen entreprend sa révolution industrielle. Les cheminées des usines se dressent le long de la Seine, où les vapeurs se mêlent peu à peu aux grands voiliers. Quand Pissarro et les impressionnistes arrivent à Rouen, les bords de Seine ne sont plus le domaine exclusif des bateaux de commerce. Ils deviennent aussi celui des plaisirs dominicaux, des habitants venus des cités ouvrières.
C'est vrai qu'au XIXe siècle, ce qui était étonnant, c'est de constater que finalement, plusieurs activités se mêlaient sur le fleuve et plutôt assez facilement finalement, puisque les balais de péniche ou de chaland faisaient avec ces gens qui profitaient avec leurs canots et leurs bateaux des plaisirs de l'eau. Ce qui ressort aussi, c'est que ces gens qui prennent plaisir sur l'eau fuient déjà la ville qui s'urbanise et viennent chercher au bord de l'eau un coin de campagne, le grand air, et justement profiter du seul jour de repos qu'ils ont dans la semaine sur ces berges pour prendre plaisir à se baigner, à canoter et pourquoi pas aller dans des guinguettes. Le 19e siècle avait attiré les usines au cœur des villes. Le 21e siècle les en a chassés. Les anciens docks en briques rouges du port de Rouen voisinent désormais avec la silhouette blanche du nouveau pont Flaubert. En décidant d'abandonner leurs ateliers pour aller peindre au cœur du monde réel, les impressionnistes inventent non seulement des œuvres d'art, mais ils témoignent aussi de leur époque. On essaie de montrer comment Rouen a provoqué des phénomènes artistiques et en même temps on montre la ville. Chacun a une vision très spéciale de la ville. Gauguin est resté cantonné dans son quartier résidentiel. On a l'impression d'être en pleine campagne. On voit des coins de jardin, des vergers, des petites routes désertes. Monet ne s'est pas vraiment passionné pour la ville. Il a trouvé à Rouen quelques-uns de ses grands sujets. La Seine au début, la cathédrale bien sûr ensuite. Et c'est peut-être Pissarro qui a le plus synthétisé tout l'esprit de la ville et toute sa richesse comme motif dans ses tableaux. On a l'impression qu'il a saisi ce qui faisait vraiment l'âme de Rouen, cette ville industrielle. Lui, il regarde vers la rive gauche et ses usines, ce qui est aussi un des grands aspects originaux de la ville. C'est une grande ville d'industrie avec des ouvriers, ce qui intéresse beaucoup ces peintres qui sont aussi socialement très, très attentifs à la modernité aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire une autre vision du monde. On ne peint plus que les seigneurs ou les bourgeois, on aime aussi le monde ouvrier et il y a tout ça donc qui apparaît dans les tableaux qui ne se ressemblent absolument pas les uns les autres. Ces gouaches miniatures, représentant Rouen et la cathédrale, sont l'œuvre de William Turner. Réalisées en 1832, elles servirent à illustrer un ouvrage sur la Seine. Lyriques et mystérieuses, ces aquarelles témoignent du talent précurseur de Turner et confirment la fascination qu'exerce sur les peintres l'étonnante silhouette de la cathédrale Notre-Dame. Monet était déjà venu peindre à Rouen au début des années 1870. À cette époque, il ne s'intéresse qu'à la Seine et aux bateaux ancrés dans le port. En 1892, alors qu'il rend visite à son frère Léon, il redécouvre la cathédrale. L'imposante façade de pierre va devenir une obsession. Dès le mois de février, il commence à peindre. Alors dans la série des cathédrales de Monet, il reste une grande part de mystère. On sait qu'au début des années 90, il commence à avoir cette idée du travail sériel, d'observer un motif et de le dissoudre dans la lumière et dans la couleur. Il y a eu d'abord les meules, les peupliers, avant la cathédrale. Alors pourquoi est-ce qu'il est revenu à Rouen? Il avait bien sûr des attaches, des connaissances, de la famille, un grand collectionneur à Rouen qui l'invitait en permanence. Mais la ville, comme on le voit dans l'exposition, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il a trouvé ce motif
pour des raisons en partie dues au hasard et aussi parce que sans doute, quand il a revu cette façade qui est particulièrement compliquée, très ornée, elle est particulière, la façade de la cathédrale de Rouen, il a dû se dire qu'il tenait là un motif qui correspondait à ce qu'il était en train de découvrir. Et il savait qu'il était en train de découvrir quelque chose de totalement neuf dans la peinture, hein, cette idée d'oublier complètement le motif. Et justement, le fait d'en avoir un très beau, très typique, reconnaissable au premier coup d'œil et d'en faire ce qu'il voulait, c'est ça qu'il a trouvé à Rouen. Une magnifique cathédrale, mais qui finalement, dans ses tableaux, devient une simple masse qui fait simplement le jeu de la lumière, de l'heure du jour, de la saison. Elle est presque désacralisée, ça n'est plus une cathédrale, c'est une sorte de forme, et ça annonce bien sûr aussi la peinture abstraite, comme on l'a très souvent souligné. Une fois la nuit tombée sur la ville, la façade du musée des Beaux-Arts rend hommage aux inventeurs de la peinture moderne. Une exposition virtuelle de chefs-d'œuvre universels. Juste une impression. Il m'a promené dans le jardin. Il m'a montré les nymphéas. Il nous a montré dans le petit ruisseau, dans le petit lac. Et dans le bassin, il faisait pousser, puis il nous a montré sur l'étoile. La brume matinale tarde à se dissiper. À quelques kilomètres de Rouen, les boucles de la Seine abritent de petits trésors. Les propriétaires du manoir de Villers sont heureux d'ouvrir la porte de leur demeure aux visiteurs. Dans l'un des salons, ils ont organisé une petite exposition afin de montrer comment, au temps des impressionnistes, la noblesse normande vivait entourée de peintures. Nous avons tout simplement reposé des tableaux dans une maison qui est meublée, habitée, et déposé comme on pouvait le faire à l'époque. Des tableaux qui ont été acquis à l'époque ont été placés sur des tables, au mur, et bien entendu, pour cette exposition, nous avons dû décrocher beaucoup de portraits de famille et les remplacer par certains qui sont, entre autres, à côté de moi ou derrière moi. Mais à l'époque, c'était la façon de... On avait un coup de cœur, on possédait un tableau, on l'installait sur un chevalet, on le mettait au mur, on mettait sur une table, on vivait avec.
Au village de la Bouille, nous avons repris notre voyage, naviguant au cœur des boucles de la Seine, chères à Sisley et à tous les impressionnistes. Quittant la Seine, nous prenons le chemin de la mer, dernière étape de notre voyage à la découverte de la Normandie impressionniste. Dès le début du XIXe siècle, Corot et quelques peintres paysagistes viennent au Havre. Mais c'est Boudin, Jonquind et plus tard Monet qui s'intéressent à cette région de l'estuaire où l'eau et le ciel se fondent pour créer la lumière incomparable de Normandie. Entièrement rasé au cours de la Seconde Guerre mondiale, Le Havre a été reconstruite à partir de 1945 par l'architecte Auguste Perret. Dans cette ville où le béton est roi, il ne reste plus rien des anciens quartiers où Boudin et Monet passèrent une partie de leur enfance. Si le patrimoine architectural a disparu, le musée André Malraux, qui se dresse face à la mer, possède en revanche de magnifiques collections de peintures. Il existe au Havre un certain nombre de collectionneurs, grands collectionneurs, qui commencent à collectionner dans les années 1890, ont à cœur de faire rentrer les grands noms de l'impressionnisme dans leur collection. Ils vont être aussi à l'origine de la venue de certains artistes au Havre. Je pense en particulier à Pissarro. Pissarro qui a entrepris depuis quelques années déjà des séries sur le thème du port industriel, va venir à l'initiative des collectionneurs havrais pendant l'été 1903 peindre une série de plus d'une vingtaine de toiles et les collectionneurs vont être à l'origine de l'achat par la ville du Havre de deux de ces peintures du port du Havre qui sont donc maintenant des fleurons de nos collections. Olivier Seine, négociant de coton, est le plus célèbre des collectionneurs havrais. En 2004, sa petite-fille Hélène Senfould offrait au musée plus de 200 œuvres, parmi lesquelles des toiles de Renoir, Monet, Pissarro, Sisley et un exceptionnel ensemble de dessins et de pastels de Degas qui font aujourd'hui du musée Malraux un grand musée de l'impressionnisme.
Je crois qu'on peut dire que le paysage et la lumière sont des éléments extrêmement importants de la scénographie des œuvres dans notre musée. Et ce qui est extraordinaire, c'est effectivement que l'on retrouve ce paysage, ce bord de mer, le va-et-vient des bateaux, cette lumière. Ce sont ces éléments que sont venus chercher les artistes impressionnistes ici sur cette côte normande, et on les retrouve dialoguant avec les œuvres exposées. Monet a souvent représenté le port du Havre. En 1873, il peint un tableau qui va entrer dans l'histoire. Monet raconte : le paysage n'est qu'une impression et instantanée. J'avais envoyé une chose faite au Havre de ma fenêtre. On me demande le titre pour le catalogue. Je répondis : mettez impression. Exposé au Salon des Refusés de 1874, Impression Soleil Levant va donner au mouvement son nom de baptême. Commencé à Paris, notre voyage touche à sa fin. Il nous suffit cette fois de quitter le Havre et de traverser l'estuaire de la Seine afin de rejoindre le port de Honfleur. Le vieux bassin, c'est le cœur et l'âme de Honfleur. Sur le quai Sainte-Catherine que bordent ces étonnantes maisons aux façades argentées si hautes et si étroites, résonnait autrefois le chant des marins partant pour Terre-Neuve, la voix des corsaires racontant leurs exploits et le bruit des caisses chargées d'épices indonésiennes tombant sur le pavé. Séduits par le charme de la ville, de nombreux artistes viennent peindre à Honfleur au cours du XIXe siècle. Bonington, Corot, Courbet, Monet, Pissarro, Sisley. Mais c'est avec Jonquind et surtout Boudin que Honfleur entre dans l'histoire de l'impressionnisme. C'est vrai que Boudin est considéré d'abord comme un pré-impressionniste et ensuite comme un impressionniste. C'est vrai qu'il a été l'élément déclencheur. C'est un des pères de l'impressionnisme. Il y en a eu quand même d'autres. Il y a eu Jonquind et d'autres artistes. C'est vrai que pour Monet, il a été certainement l'élément déclencheur, puisque Monet le dit même vieillissant et à Giverny. Et quand il accorde une interview, il dit que Boudin a été son premier maître et Jonquind son deuxième. Donc il reconnaît tout à fait la place que Boudin a prise dans sa vie. Et c'est vrai que c'est Boudin qui l'a entraîné à peindre sur le motif dans la région du Havre, alors que Monet faisait surtout des caricatures et Boudin lui disait « Vous perdez votre temps à faire cela, venez peindre avec moi ». La permanence des thèmes chez Boudin, c'est vraiment une chose très très forte. Quand les plages se sont développées avec le chemin de fer, il n'a fait que changer, si vous voulez, ces personnages, enlever ces pêcheurs et mettre ces personnages, ces bourgeois qui se promenaient sur la plage de Trouville et de Deauville, cité nouvellement créée. Et d'ailleurs, pour cette peinture de mœurs, on dira, il a été critiqué. Les critiques lui disaient « Mais vous faites de la peinture commerciale ». Et il répondit, écoutez, les pêcheurs, les ouvriers ont leur pain, pourquoi pas les bourgeois, qui se reposent aussi d'un travail pendant la semaine, etc. Donc ce travail des plages est intéressant parce que, en fait, l'obsession de Boudin, dès le début,
que ce soit les nuages, les plages, les ports, c'est l'obsession de la lumière. Et cette obsession de la lumière et de l'éphémère, qui sont donc des éléments tout à fait impressionnistes, dès le début de ses œuvres, on le voit par le traitement des ciels, par exemple. Et dans ces plages, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est la traduction du mouvement, de la lumière, et c'est pour ça que ces plages sont si belles, parce que l'air circule, si vous voulez, comme dans ces aquarelles. Quand on compare à d'autres plages contemporains, où quelquefois c'est un peu figé, lui tout bouge, et quand on regarde une plage, on a l'impression que les gens remuent. Et c'est vrai que, bon, alors il y a la fragmentation de la touche, par exemple, qui provoque un petit peu ce phénomène de flou, si vous voulez. Et puis, il y a le traitement toujours en demi-teinte, avec des rehauts de couleurs, un traitement très normand, si vous voulez, des plages avec des gris, des beiges, l'emploi du noir aussi qui est intéressant, et puis des rehauts de vermillon, de bleu, de jaune. Un canotier, une ombrelle, une nappe à carreaux, le décor est planté. Au-delà de la légèreté des apparences, ce petit clin d'œil au déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet est un authentique hommage aux impressionnistes. Déjeuner sur l'herbe ou peindre sur le motif, cela participe de la même volonté de renouer le contact avec la nature. Une dernière fois, donnons la parole à Monet. La nature commence à devenir belle, ça jaunit, ça devient plus varié. Enfin, c'est admirable. Et je crois que je suis pour longtemps à Honfleur. Voilà le pays vraiment dans son beau. Il y a du vent, de beaux nuages, des tempêtes. Jonquind et Boudin sont là. Nous nous entendons à merveille et ne nous quittons plus. L'impressionnisme est certainement le mouvement pictural le plus connu dans le monde entier et le plus apprécié. Il a marqué une rupture. À partir de l'impressionnisme, on ne représente plus, mais on donne l'impression du paysage représenté. Ce n'est pas un hasard si Monet, donnant un titre à un tableau peint au Havre, dans la buée, dans la brume, dit « Impression ». Impression soleil levant, c'est le titre de son tableau, parce que ça ne peut manifestement pas représenter le Havre. L'important, c'est l'impression que le peintre en a ressentie. Et ce qui est étonnant, c'est que l'impressionnisme a complètement changé notre regard. Quand les premières toiles impressionnistes sont arrivées, ont été exposées, les gens se sont esclaffés. Non mais vous n'imaginez pas, c'est une peinture enfantine, c'est des gribouillages, les couleurs, les ombres sont colorées, vous n'imaginez pas des ombres violettes. Et puis nous avons appris à voir les paysages tels que les impressionnistes les ont représentés. Et maintenant, ça nous semble à tous tout à fait naturel et c'est pour ça que c'est complètement intégré à notre culture du regard.